Bon. Et nous sommes en direct. Bonjour à toutes et tous, vous qui nous rejoignez à l'instant ou vous qui avez déjà suivi la première conférence inaugurale de ces journées de la presse européenne 2020. Nous allons maintenant continuer par une deuxième séquence axée sur l'Europe, les jeunes et l'Internet. Et nous recevons aujourd'hui Jean Massier pour en parler. Mais je voulais surtout introduire Antoine Potov qui va se charger de la modération. Il est chargé du comité de rédaction du Torillon. Donc Antoine, je te laisse la main. Et n'oubliez pas que vous pouvez poser toutes vos questions en direct sur les lives Facebook. Nous les prendrons et Jean Massier pourra vous répondre. Voilà. Antoine, je vous laisse la main. Merci, je te remercie Jérôme. Donc aujourd'hui, on reçoit Jean Massier. Du coup, vous êtes fondateur d'Acropolis. Donc aujourd'hui, avec les changements sur votre chaîne, on peut d'abord parler du projet Acropolis et de la chaîne Jean Massier, donc ce que vous avez fondé en 2015 pour, ce que vous avez répété à plusieurs reprises, rapprocher les jeunes de la politique. Aujourd'hui, on vous retrouve chaque semaine dans plusieurs de vos émissions, enfin, de vos lives, donc notamment les questions au gouvernement, on va dire votre émission un peu historique, tous les mardis à l'Assemblée nationale, mais aussi depuis cette année, les questions au gouvernement au Sénat, qui vient énormément agrandir ce que vous faisiez déjà avec Public Sénat, donc un partenariat que vous avez depuis 2 ans. Donc aujourd'hui, on a une émission tous les mercredis de plus de 3 heures pour suivre les questions au gouvernement et ensuite recevoir une sénatrice ou un sénateur. Ouais. Et ensuite, il y a des émissions un peu plus peut-être décontractées et moins strictes avec le Jean Massier invitationnel, généralement le vendredi, et puis des lives davantage réactions sur les sujets un peu chauds, ou par exemple avec la crise du Covid, des lives qui suivent les discours ou les annonces gouvernementales. Mais du coup, ça, c'est ce qu'est Acropolis en 2020. Mais pour en arriver là, avant tout, quel est le constat qui vous a poussé à vouloir rapprocher les jeunes de la politique? En fait, il y a pas de constat révolutionnaire, hein. Je ne sais rien de plus que ce que sait tout le monde. C'est-à-dire que les jeunes sont déjà très, très intéressés par les thématiques politiques. Les jeunes sont engagés. Les jeunes ne sont pas une catégorie à part de la population. Ils sont sensibles sur les questions climatiques, plus que la moyenne d'ailleurs. Les jeunes, les jeunes ne sont pas une catégorie à part. Par contre, il y a un constat qui est clair, c'est qu'il n'existait pas de format médiatique spécifiquement adressé aux jeunes pour parler de l'actualité politique et de l'actualité politique parlementaire en France. En France, on a depuis 20 ans les chaînes parlementaires, qui sont des chaînes télévision, des chaînes TNT, qui s'adressent à un public de plus de 65 ans, qui existent, mais il n'existait pas de format directement adressé à un public jeune. Donc, il y avait un manque de ce point de vue-là. Et le deuxième constat, c'est que depuis plusieurs années, il y avait toute une nouvelle génération de vulgarisateurs sur YouTube déjà, qui étaient les vulgarisateurs scientifiques notamment, mais pas seulement, en histoire, en sciences humaines aussi. Et il y avait l'émergence de Twitch, qui était une plateforme qui commençait à percer en France à l'époque, exclusivement réservée à l'époque au contenu lié directement aux jeux vidéo et à la culture vidéoludique. Et qui, pour le coup, était un format qui était plutôt prisé par les jeunes. Bien que les joueurs de jeux vidéo ne soient pas jeunes en tant que tels, tous les Français jouent aux jeux vidéo. Mais en tout cas, le médium, le fait de regarder des streams, c'est quelque chose qui est apprécié par un public plutôt jeune. Et donc, voilà, constat d'un côté qu'il n'y a pas de format médiatique spécifiquement adressé aux jeunes pour parler de politique, et de l'autre côté, ou qu'il y a peu ou pas assez. Enfin, évidemment, il ne s'agit pas de dire que j'ai inventé la lumière, bien au contraire. Et de l'autre côté, voilà, émergence d'une nouvelle plateforme sur laquelle moi j'ai mes habitudes, je me sens bien, et et surtout Twitch est une plateforme qui offre un format médiatique nouveau, qui est celui de la conversation, de l'échange avec un chat. Le caractère interactif est quand même très central dans Twitch. C'est ça qui m'a donné envie. Voilà, c'était ça les constats qui m'ont donné envie de lancer ce que j'ai lancé il y a 5 ans, qui s'appelait Acropolis à l'époque. Ouais. Mais alors du coup, justement, sur cette question de la recherche d'un média adapté pour parler politique aux jeunes, donc voilà, il y a Twitch, mais au départ, en 2015, ça a été compliqué, puisque je crois que c'était dès le premier live, au bout de quelques heures, du coup, la chaîne a été bannie très gentiment de la plateforme, parce qu'à l'époque, la charte qui est très stricte n'autorisait
que la diffusion de jeux vidéo. Alors, heureusement, il y a eu 2 ans sur YouTube, mais heureusement que vous avez pu revenir sur Twitch en 2017. Et de toute façon, on voit depuis quelques mois et quelques années l'explosion du format discussion, talk show, podcast sur la plateforme. Mais du coup, quand on arrive sur Twitch, qui est une plateforme quand même d'abord destinée aux jeux vidéo, même si elle évolue, comment on arrive à parler de politique sur une plateforme qui est d'abord pensée pour le jeu vidéo? En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que Twitch est une plateforme qui est historiquement liée aux jeux vidéo, dans le sens où ce sont des joueurs qui diffusent leur partie de jeux vidéo et qui échangent avec leur chat. Mais rien n'interdit à un joueur de faire autre chose, enfin de parler d'autre chose que de jeux vidéo quand il discute avec son chat. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu très tôt sur Twitch, c'est la connivence, la complicité qui se crée entre un streamer et sa communauté dépasse très très largement le seul jeu vidéo. Et on a vu de plus en plus rapidement, enfin très rapidement, on a vu des streamers passer du temps à discuter avec son chat sans jouer aux jeux vidéo, ou alors en jouant à un jeu vidéo mais en profitant pour parler d'autre chose. Et là, forcément, quand un streamer parle avec son chat, il parle de tout, de rien, du dernier film qui vient de sortir, de la météo, et aussi d'actualité et de politique. En fait, il n'y a pas vraiment de difficulté particulière au fait de parler de politique sur Twitch. Je pourrais très très bien parler de musique sur Twitch. Il se trouve que c'est pas mon truc, la musique. Il se trouve que mon truc à moi, c'est la politique. Donc de fait, je parle de politique parce que c'est ce qui m'intéresse, et parce que c'est du coup l'ambiance que j'ai créée avec mon chat. Mais c'est pas, il n'y a pas d'incompatibilité de principe entre le fait d'être une plateforme de jeux vidéo et le fait de discuter d'autre chose que de jeux vidéo. Et tu l'as très bien dit, depuis plusieurs années, mais il y a une grosse accélération en 2020. La diversification des contenus sur Twitch est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'on est passé effectivement quelques années de Twitch interdit la diffusion d'autres choses que de jeux vidéo à aujourd'hui Twitch encourage les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo à aussi lancer des chaînes Twitch pour parler d'autres choses. Et en 2020, il y a eu le double effet il y a eu le confinement déjà qui a amené beaucoup de gens à se lancer sur Twitch. Parce que quitte à rien foutre à la maison, autant profiter du fait d'avoir une webcam et un micro pour se lancer sur cette plateforme dont tout le monde parle. Donc il y a eu cet effet-là. Et puis il y a eu l'effet aussi avec des célébrités qui se sont lancées sur Twitch ces derniers temps. Il y a eu des sportifs, par exemple Gaël Monfils, le tennisman, qui s'est lancé sur Twitch, pas pour jouer au tennis, mais pour parler de tout et de rien. Il y a Charles Leclerc, le pilote de Formule 1, qui s'est lancé sur Twitch pour jouer à des jeux de Formule 1, ce qui est très très cool. Il y a Manuel Ferrara, l'acteur porno, qui s'est lancé sur Twitch pour faire des libres antennes, pour parler de porno et d'actu et de sexe, etc. Et je pourrais continuer la liste comme ça très très Il y a longuement. même des politiques qui investissent la plateforme. Enfin, on a vu avec Jean-Luc Mélenchon il y a quelques semaines et il y a quelques jours surtout AOC, donc Jean-Luc Mélenchon a lancé sa chaîne Twitch en France. Alors pour le coup, c'est plutôt ses équipes qui ont lancé pour lui une chaîne Twitch, mais qui a été assez réussie sur les premières émissions qu'il a faites. AOC aux États-Unis qui a lancé sa chaîne Twitch effectivement il y a quelques jours et dont on a beaucoup parlé. En France, il y a aussi Hugo Bernalicis qui est un député, la France Insoumise en l'occurrence, mais qui est surtout un joueur de jeux vidéo et qui lui stream du jeu vidéo. Pour le coup, donc tu vois qu'on peut aussi faire l'inverse, hein, c'est absolument pas incompatible. Donc voilà, effectivement, en politique, c'est encore très timide, mais ça commence à venir, ouais. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, enfin, ce qui est fondamental sur Twitch, c'est l'interaction entre le streamer ou la streameuse et son chat. Ouais. Alors du coup, comment on utilise cette interaction, enfin comment vous utilisez cette interaction justement pour parler politique et investir le chat, les viewers dans l'actualité? En fait, je suis pas sûr qu'il existe un sujet qui se prête mieux à l'interaction que la politique. En tout cas, dans une vision démocratique, je ne vois pas pourquoi. Enfin, moi, c'est vraiment l'inverse qui me paraîtrait curieux. C'est comment est-ce qu'on fait pour parler de politique sans interagir? Et je comprends pas comment la télévision fait depuis 30 ans pour parler de politique, alors que la télévision, par essence et par nature, c'est pas interactif, la télé. Mais donc, du coup, moi, je suis incapable de faire une émission de télé, je sais pas faire. Je ne sais faire que de l'interaction. Moi, c'est spontanément, ça me paraît évident que quand je parle de politique, j'ai envie d'échanger au sujet de la politique. Je ne sais pas faire et je ne veux pas faire une émission verticale où j'expliquerai de la politique ou alors ça devient un cours. Ce qui est un autre format, hein, c'est très intéressant, les cours. C'est un truc que je laisse aux enseignants, ils savent très bien le faire. Mais moi, spontanément, quand je parle de politique, quand le président de la République fait une annonce sur le Covid ou je ne sais quoi, j'ai envie de demander aux gens, mais et vous en pensez quoi? Mais c'est une question sincère, c'est pas une posture de ma part de dire allez, vous en pensez quoi? Dites-moi, répondez-moi en commentaire. Non, c'est vraiment, j'ai envie de dire, mais bon, bah dites-moi, vous l'avez senti comment, vous le président? Et alors, ce qu'il a dit, ça vous a botté ou pas? Ah ouais, d'accord, vous êtes pour ou contre? Enfin, c'est donc l'aspect conversation. En fait, moi, si tu veux, j'ai eu une espèce d'évidence très rapidement quand
quand j'ai créé Acropolis il y a 5 ans. Pour moi, ça paraissait évident. Je dis: «Mais attends, mais l'interaction et la politique, mais c'est évident. Pourquoi est-ce qu'on ferait la politique sans interaction?» Moi, enfin voilà, encore une fois, c'est peut-être le côté provoque, mais j'ai envie de retourner la question en disant: «Mais pourquoi est-ce qu'on imagine une émission non interactive qui parle de politique?» Et j'aimerais bien avoir des justifications à ça. J'aimerais bien que les gens qui font des émissions qui parlent de politique et qui ne sont pas interactives me justifient la non-interaction. Moi, je trouverais ça vachement intéressant de retourner la vapeur et voilà, que ce soit à eux de se mettre à justifier pourquoi ils font pas d'interaction. Mais au final, on a l'impression aussi que la télé cherche un peu cette interaction. Enfin, vous venez de dire que voilà, Bien vous sûr. interrogez votre chat, etc., pour savoir ce qu'ils en pensent. Et on peut par exemple mentionner le fait que France Info est venu vous chercher pour parfois réagir à des annonces et faire en quelque sorte un compte rendu de ce que pensent les viewers de votre chat. Donc, ils sont quand même un petit peu Ouais, en oui, quête oui, de bien ça. sûr. Non, non, bien sûr, je suis Euh, d'accord avec toi. La télévision évolue aussi. Elle se rajeunit pas énormément parce que les cadres dirigeants de la télévision restent des vieux qui comprennent rien à Internet. Mais il y a de plus en plus de jeunes dans les chaînes de télévision, des chargés de mission, des chargés de projet, etc., qui cherchent enfin, qui aussi, enfin, consomment du qui ont la Twitch, du culture YouTube, Internet et qui ont enfin, la de culture plus en web, plus. qui cherchent à faire ça. Et donc, moi, je travaille avec Public Sénat depuis 2 ans, avec qui on a fait un énorme travail. On a été la première, enfin, Public Sénat est la première chaîne télé au monde à avoir diffusé un stream sur son antenne TNT dès 2018. Donc voilà, et on travaille et on avance et on a créé Sénastream ensemble. Il y a France Info, effectivement, tu l'as dit, qui est une radio pour le coup, avec qui j'ai fait une chronique pendant le confinement, qui était assez intéressante, qui était une manière d'apporter de l'interaction à la radio, un truc un peu différent, même si pour le coup, la radio avait déjà les libres antennes, ça existait déjà depuis longtemps. Et il y a France 2 avec qui on essaie de travailler sur Vous avez la parole, mais ça rame encore un peu. Enfin voilà, il y a des tentatives. Il ne s'agit pas de dire que la télévision, c'est tous des cons et qui font tout mal. Euh, mais pour autant, l'outil télévision, qu'on le veuille ou non, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est une ancienne technologie, la télévision, et c'est une technologie de diffusion, pas une technologie d'interaction. On diffuse un programme télé. Alors, du coup, c'est ça qui est intéressant parce que souvent, on a tendance à opposer les médias traditionnels, donc télé et radio d'un côté, et Internet. Alors, peut-être qu'il y a une certaine forme de peur, mais justement, avec ce que vous menez, etc., notamment avec Public Sénat, on voit qu'il peut quand même y avoir une certaine forme de complémentarité. Donc, après, il y a toute la question logistique, notamment avec Public Sénat sur la rediffusion, etc., Ouais. du live. Alors, comment, enfin, est-ce que cette complémentarité, elle peut aller plus loin et elle est très pertinente, enfin, est-ce que vous pensez qu'elle est très pertinente vis-à-vis des jeunes qui, eux, ont tendance plutôt à bouder justement la télévision? Euh, Déjà, je pense qu'il n'y a pas d'obligation, il ne faut pas se forcer. C'est-à-dire que travailler entre une chaîne Twitch et une chaîne TV, ça doit correspondre à une envie partagée pour des raisons précises, à destination d'un public précis. Il faut que tout ça soit clair. Faire de l'interaction pour l'interaction, faire du stream pour du stream, enfin voilà, c'est une très très mauvaise idée que enfin, ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai eu des discussions totalement lunaires avec des dirigeants de chaînes de télévision qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient, ils savaient juste qu'ils voulaient être sur Twitch. Et en fait, ils voulaient aspirer à la télévision, tout ce que Twitch fait de bien, mais tout en restant à la télévision et sans changer rien d'autre. Donc ça peut être une très, très mauvaise idée que de mal faire les choses, et il faut que ça réponde à un objectif, il faut que ça réponde à un objectif clair. Du coup, j'ai complètement oublié la question que tu m'as posée. Bah, est-ce qu'il y a l'intérêt, la complémentarité entre la télé et Twitch, enfin, ou en général Internet, parce qu'on a tendance à opposer, mais avec ce que vous faites, on voit qu'il y a une certaine forme de complémentarité. Est-ce que ça peut aller Ouais. plus loin et est-ce que Ouais, est-ce que ça peut est-ce aller que plus c'est loin? pertinent vis-à-vis des jeunes? Oui, voilà. Est-ce que c'est pertinent vis-à-vis des jeunes? Oui, je pense que c'est pertinent vis-à-vis des jeunes, puisque les jeunes, eux, précisément, sont habitués maintenant, grâce à Internet, à un outil interactif. Interactif au sens de, on a l'habitude, quand on regarde nos chaînes YouTube, que notre YouTuber lise nos commentaires, que notre YouTuber nous demande qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi en commentaire. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. On a un lien direct et communautaire. Le mot communauté est pas là pour rien sur Internet. C'est parce qu'on a vraiment une affiliation euh, qui est faite avec nos créateurs de contenu, sur Twitch encore plus. Donc forcément, si on veut parler aux jeunes, il faut parler aux jeunes avec les outils que les jeunes apprécient, et les jeunes apprécient l'interaction, apprécient Internet pour ce que c'est-à-dire un outil interactif. Après, c'est faisable avec la télévision. La preuve, je le fais depuis 3 ans avec Public Sénat, mais c'est difficile. C'est difficile, ça Hmm. demande du temps, ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, c'est complexe. Public Sénat, ça a été une vraie acculturation pour eux de travailler avec moi, de travailler avec Twitch. Ça a été enfin, le simple fait qu'il y ait un chat à l'image à la télévision, ça n'a pas été une décision facile, ça a été long. Il a fallu qu'on apprenne à travailler ensemble, qu'on apprenne à se connaître. On a fait un vrai travail de brise-glace, hein. On a appris à
à tracer un chemin que personne n'avait tracé avant. Et on a créé une émission cette année qui s'appelle Sénastream, dans laquelle on trouve, je trouve assez habilement à faire le passage entre la TNT, le stream. Il y a un stream qui est parallèle d'une émission TNT. Entre les deux, il y a parfois des ponts, mais pas tout le temps. Voilà. Par exemple, il y a un truc que je défends, c'est que je ne suis pas persuadé que diffuser un stream à la télévision soit une bonne idée en tant que tel. Moi, un stream, quand je stream, il ne faut pas que ce soit diffusé à la télévision. Je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que le public télévisuel, le public télé n'attend pas ça, ne sait pas ce que c'est, ne comprendrait pas le ton, la grammaire de l'image, la manière de faire, le rythme, etc. Tout est spécifique à Twitch. Et la télévision est un autre média qui, voilà, donc les deux peuvent travailler ensemble, mais c'est difficile, c'est long L'un ne et va pas se fondre dans l'autre, quoi. Chacun a non, son l'un va pas se fondre dans l'autre. Non, identité. non, clairement pas. Ouais, c'est ça. Alors pareil, diffuser une émission de télévision à la télévision, sur Twitch, c'est une grosse connerie. Ne faites pas ça, c'est une erreur, vous allez vous péter les dents. Enfin, vraiment, ne dépensez pas d'argent là-dedans. Je l'ai dit à plusieurs chaînes de télé, hein, vraiment, ne créez pas de chaîne Twitch en vous disant on va diffuser notre antenne TNT sur Twitch et ça va marcher. Non, surtout faites pas ça, c'est une connerie. Et voilà. Et donc, à l'inverse, effectivement, diffuser un stream à la télévision me paraît pas être une bonne idée. Mais voilà, est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, je pense qu'on peut toujours aller plus loin. Et ça va continuer et ça ne fait que commencer. Et au demeurant, d'autres l'ont fait, hein. Énergie, la radio a fait avec Domingo le radio show qui a fonctionné, mais qui lui aussi a trouvé ses limites, hein. Et qui s'est ensuite transformé aussi En parce popcorn. que c'était très, comment dire, c'était à la fois la radio et à la fois Twitch, et il y avait certaines limites que Bien sûr. justement Domingo a voulu Eh dépasser oui. en intégrant complètement Et il a sur raison, par Twitch. exemple la musique, voilà, c'est une radio musicale Énergie, il lui demandait de passer de la musique. Bah, c'est cool à la radio la musique, mais quand tu es en stream, ça veut dire quoi? Excusez-moi les Exactement. gars, on se retrouve dans 2 minutes, on écoute une chanson. Genre juste non en fait, ça marche pas. Ça fonctionne pas, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc tu vois, ça c'est un très bon exemple de partenariat qui est très très cool, qui a donné naissance plus tard à Popcorn et c'est génial. Mais qui a montré effectivement, tu l'as très bien dit, ouais, les limites du truc. Alors pour parler de manière un peu plus précise maintenant de sujets du coup davantage européens, au mois de septembre, il y a eu le discours sur l'état de l'Union, donc de la présidente von der Leyen au Parlement européen. Et on a énormément critiqué en France le manque de diffusion. On a même raillé ensuite le fait que plusieurs chaînes de télé en continu diffusent le premier débat présidentiel pour la présidentielle américaine, alors qu'ils n'avaient pas diffusé ce discours européen. Mais pendant ce temps-là, le discours d'Ursula von der Leyen, il a été diffusé sur Twitch, sur votre chaîne. Il n'était pas simplement diffusé, commenté, il a été fait en partenariat du coup avec le bureau du Parlement européen en France. Et est-ce que du coup, les sujets européens intéressent le public, enfin les viewers en général, ou il y a quand même une petite différence avec les Non, sujets d'actualité en France? en fait, que les sujets, que tu rajoutes le mot européen derrière le mot sujet ne change rien au fait que ça intéresse ou pas les internautes. Un sujet qui n'intéressera pas les internautes, je peux lui coller le mot européen derrière, ça les intéressera pas plus. Et ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'un sujet qui intéresse les internautes, si je rajoute le mot européen derrière, ils sont toujours aussi intéressés par le sujet. Donc en fait, on s'en fout que le sujet soit européen ou pas. Ce qui est important, c'est le sujet. Et c'est précisément pour ça que le débat sur l'état de l'Union, je ne l'ai pas présenté à mon public en disant hey, c'est un truc européen, donc c'est cool. Venez parce que l'Europe, c'est intéressant. Il faut jamais dire ça. Tout le monde s'en branle, vraiment. Je leur ai dit venez parce qu'on va parler de sujets intéressants. Il se trouve qu'on va en parler au niveau européen, parce que c'est comme ça, mais on s'en branle. On va parler de concurrence, on va parler de marché intérieur, on va parler Brexit, on va parler Covid, on va parler. Enfin, les gars, venez, c'est cool en fait. Et ça, c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup parce que l'adjectif européen n'attire pas, n'attire pas les gens, voire même peut même probablement beaucoup en rebuter. Au Donc, final, l'intérêt, c'est ce dont on va parler, ce qui va être intéressant pour les citoyens. ouais, C'est non, mais ça c'est le qui, c'est fond de ça ce qui est dont on va mis en, parler. qui est mis Bien en- sûr, bien D'accord. sûr, bien sûr. C'est ce dont on va parler. Donc, voilà. Du coup, c'est la réponse à ta question, je pense. Mais du coup, c'était fait en partenariat avec, Oui, comme j'ai dit, le bureau du Parlement européen. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le Parlement européen qui est venu vous voir pour organiser quelque chose? Est-ce qu'éventuellement, il y avait déjà des contacts plus en ouais, on se général connaissait déjà. On avait déjà Ok. bossé ensemble. C'est pas la première fois qu'on fait une émission en partenariat avec le Parlement européen en France. On avait déjà eu l'occasion de bosser ensemble sur les élections européennes. On avait déjà fait donc une soirée électorale pour les élections européennes. On avait fait une émission avec eux sur les auditions des commissaires. Moi, je trouve que l'audition des commissaires, c'était plus intéressant que le discours de Van der Leyen sur l'état de l'Union.
C'est un exercice vraiment vachement intéressant, un truc qui existe pas en France, un truc qui est typiquement européen, enfin vraiment. Donc voilà, donc non, pour le coup, le bureau du Parlement européen en France et moi, on se connaît depuis plusieurs années, on travaille déjà ensemble à plusieurs occasions. J'espère qu'on va continuer à bosser ensemble. Mais donc voilà. Après, qui est venu chercher qui, honnêtement, j'en sais rien. Les contacts se sont faits. On s'était déjà rencontrés à plusieurs reprises, je crois. Peu importe, en fait. Mais du coup, ça a duré 6 heures. En soi, le discours a duré un peu plus d'1 heure, si je me rappelle bien, mais le live en lui-même a duré 6 heures parce qu'il était ponctué par une intervention d'une représentante du bureau du Parlement européen en France, des députés, les débats qui ont suivi le discours et ensuite d'autres députés européens qui étaient invités pour en discuter. Mais alors, comment on réussit à parler d'Europe, même si c'est pas ce qu'il y a eu en avant, pendant 6 heures sur Twitch? De la même manière que je parle de politique sur Twitch pendant des heures depuis 3 ans, très souvent. C'est-à-dire que il y a un truc qu'il faut savoir pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est que Twitch et qui ne sont pas habitués. Diffuser longtemps sur Twitch, c'est normal. Voilà, 6 heures, c'est pas impressionnant en soi. Un stream, c'est quelque chose qui dure longtemps. Moi, mes streams font 3 heures en général minimum. Et je peux faire des streams de 6 heures, effectivement. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Non, mais vraiment, il y a pas de recette miracle, hein. J'ai été clair avec le public sur ce qu'on allait voir, sur pourquoi c'était intéressant. J'ai fait un exercice qu'on appelle le commentaire en direct du discours, en l'occurrence d'Ursula von der Leyen, puis ensuite du débat, parce que je rappelle qu'après son discours, il y a un débat avec les prises de parole des différents groupes, à chaque fois en expliquant pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important, pourquoi le fait qu'Ursula von der Leyen soit physiquement présente au Parlement européen, déjà, c'est pas tous les jours. Qu'elle vienne prononcer un discours sur l'état de l'Union européenne, ça aussi, c'est pas tous les jours. Qu'ensuite, elle va aborder des sujets, en tout cas que sa parole est très attendue, et c'est pas un effet de manche quand je dis ça, vraiment, ouais, c'est important. Là, on est en train de vivre les moments les plus hallucinants de l'histoire contemporaine européenne. Donc ouais, je vous cache pas que là, un discours en ce moment de la présidente de la Commission européenne, c'est attendu. Et donc, j'ai pas menti au public en disant ça, je leur ai dit non, mais vraiment, là, les gars, ce qui va se passer, c'est important, en fait, c'est cool, et moi, je suis content, et j'ai hâte, parce que, non pas parce que j'aime ou pas Ursula von der Leyen, ou je suis content ou pas de ce qu'elle va raconter, j'ai hâte parce qu'on va vivre un moment politique important. Donc voilà. Ensuite, le débat sur l'état de l'Union, pareil, un débat sur l'état de l'Union, c'est vachement important. C'est pas juste une succession de gens qui vont prendre la parole dans un parlement, parce que ça peut être très chiant très vite. C'est surtout une succession de représentants de courants politiques et idéologiques différents au sein de l'Union européenne qui vont répondre au discours sur l'état de l'Union en plaçant leurs propres priorités. Et je leur ai dit, mais venez, ça va être cool, parce que vous allez entendre déjà des gens que vous entendez jamais parler, mais surtout, vous allez entendre de la gauche, vous allez entendre de la droite, vous allez entendre de l'extrême gauche, vous allez entendre de l'extrême droite, vous allez entendre des écolos, vous allez entendre des sonorités différentes politiques, et c'est cool en soi. Et voilà. Et Alors peut-être que je ensuite, vais me la jouer. ouais. Vas-y. Je vais peut-être me la jouer du coup un peu à la France Info. Ils m'en voudront pas, mais justement, qu'est-ce qui est ressorti, parce qu'on a parlé de l'interaction tout à l'heure, qu'est-ce qui est ressorti de la part des viewers pendant ces 6 heures, quoi? Est-ce qu'il y avait un intérêt, des questions, parce qu'en même temps, voilà, on peut en parler pendant 6 heures, recevoir des députés européens, etc. Mais d'un côté, il y a aussi le besoin d'expliquer tout au long de ces 6 heures-là Ouais. le fonctionnement, etc. Écoute, ce qu'il en est ressorti, les internautes avaient assez peu de questions sur le fonctionnement institutionnel de l'Union. Et ça, je suis assez content, parce que non pas qu'ils sachent comment ça fonctionne, mais qu'en tout cas, ils ont compris que l'enjeu aujourd'hui, là, c'était pas de faire un stream pédagogique sur comment ça fonctionne. C'est que là, on est en train de vivre en direct un moment historique au sens politique du terme, donc let's go. Des choses intéressantes sur le discours de von der Leyen. Il y a un truc qui est ressorti, c'est bon, tout ça c'est bien gentil, mais on attendra les actes. Ça, c'est un truc qui est beaucoup ressorti, parce qu'effectivement, Ursula von der Leyen nous a un peu fait un inventaire à l'après-vert de toutes les choses formidables dans lesquelles l'Union européenne allait claquer des milliards. Bon, ouais, je veux dire, c'est facile de faire un bon discours quand tu as du pognon, et que, voilà. Il y avait un truc qui est intéressant qui est ressorti. Il y en a beaucoup qui ont trouvé que von der Leyen n'a pas mâché ses mots sur la critique des pays étrangers de l'Union européenne. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as parfois le cliché de l'Union européenne, c'est béni oui, tout le monde il est gentil, tout le monde il est sympa, que c'est un peu le problème du multilatéralisme, voilà, c'est que c'est un peu les Eurobéas où tout le monde il est copain. Non, la Ursula von der Leyen, elle a été assez claire, pour pas dire assez sévère, avec la Turquie, avec la Chine, avec les États-Unis. Voilà. Et ça, il y en a pas. Il y a eu plusieurs internautes qui ont noté ça en mode ah ouais putain, d'accord. Enfin, il y a une affirmation là, il y a une affirmation d'un truc, d'une identité, d'un. Bon.
Ils n'étaient pas forcément d'accord, hein, mais en tout cas, ils ont noté ça. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre? J'essaie de chercher dans ma mémoire, je me souviens plus trop. Non, après, il y en avait qui étaient agréablement surpris par le fait qu'elle ait parlé en français, en allemand, en anglais, Mm. voilà. Ils ont trouvé ça assez élégant de sa part. Probablement parce que c'est des gens qui sont pas habitués à écouter les débats européens et qui du coup, effectivement, le côté multilingue, est intéressant. Voilà. Et ensuite, sur le débat sur l'état de l'Union, bah là, les internautes ont adoré, ouais, vraiment la rencontre de différentes idéologies. Et ça, c'est passionnant parce que tu vois que le Parlement européen est d'une diversité de pensée absolument fascinante. Je veux dire, quand tu as des prises de parole successives en quelques minutes seulement, que tu parles de la gauche unitaire européenne, aux eurosceptiques d'extrême droite, en passant par les eurobéas d'En Marche, avec et les écolos au milieu, tu as des sensibilités, enfin, tu te rends compte Ouais. que politiquement c'est éclaté et que du coup c'est vachement intéressant. C'est super Au-delà intéressant. au-delà de la diversité politique, ce qui est aussi intéressant au Parlement européen, c'est qu'on a la diversité culturelle, parce qu'on a quand même des députés issus de 27 pays. Donc, c'est ça aussi En plus, ouais. qui peut éventuellement interloquer les viewers qui, déjà, peut-être, quand ils regardent, par exemple, les questions gouvernement, ça peut déjà être un peu compliqué avec les différences politiques. Mais si en plus on rajoute des différences culturelles, il y a cet Ouais. aspect-là en plus Ouais, carrément, je suis qui vient d'accord avec toi. Et ça s'additionner. aussi, c'était un truc qui était ressorti que j'avais trouvé intéressant, c'est que du coup, des internautes se sont identifiés à des orateurs dans l'hémicycle, non pas par langue, par culture, mais par idéologie. Et je trouve ça cool, tu vois, quelqu'un qui dit, tiens, bah, je suis vachement plus d'accord avec l'eurodéputée italienne qui a parlé tout à l'heure qu'avec l'eurodéputé français qui vient de Mm. parler là. Bah, c'est cool. En fait, on s'en branle de sa nationalité ou de sa culture. Ce qui est cool, enfin, je veux dire, ce qui est cool, c'est que tu es d'accord avec elle parce qu'elle a apporté des arguments qui résonnent en toi. Et donc voilà. Alors, je vais juste maintenant me tourner vers quelques questions qui ont été posées sur le live Facebook. Et du coup, j'en profite pour rappeler que vous avez encore un peu de temps pour nous les adresser. Donc, il y a une question qui ressort, c'est est-ce que les jeunes vous disent parfois que sans les lives sur Twitch, ils n'auraient pas eu les infos et accès en fait Ah oui. à l'information politique et quel intérêt ça représente aujourd'hui pour eux? Est-ce que ça, par exemple, on a parlé des élections européennes tout à l'heure, est-ce qu'il y a un réel impact de gens qui ont pu dire bah, si j'avais pas vu votre live, je serais pas allé voter? Ah, alors oui, alors t'as pas un effet aussi immédiat que ça, Hmm. mais par contre, c'est un effet sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'internautes qui ont découvert la politique grâce à mes contenus, il y a plusieurs mois ou plusieurs années, qui sont du coup, qui regardent mes lives régulièrement et qui, grâce à moi, si je puis dire, ou à cause, j'en sais rien, se sont mis à s'intéresser à l'actualité politique, ce qui les a mis dans une dynamique de bon, bah, je vais aller voter. Donc, je ne peux pas prétendre que c'est moi qui les ai fait voter. En fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, je les ai accompagnés, je les ai aidés dans leur découverte de la politique et du fait que ça les concerne et que du coup, aujourd'hui, ça les intéresse. C'est peut-être Euh, donner l'aspect clé de compréhension en fait ouais, c'est ça. parce que généralement les jeunes aujourd'hui se disent quand même que de toute façon ça ils comprennent pas, ça les intéresse pas, etc. Mais justement peut-être en réussissant à donner ces clés de compréhension, on suscite un intérêt qui peut éventuellement à long terme Mmh. déboucher sur l'action de voter et de Ouais, ouais. participer à la démocratie. À ceci près que pour moi, j'ai toujours considéré que l'intérêt existait déjà. Contrairement à D'accord. ce que les jeunes disent eux-mêmes parfois. Quand ils disent ça ne m'intéresse pas, en fait, c'est pas vrai. Parce qu'ils se mentent à eux-mêmes en disant ça. Tu sais, c'est comme les gens qui disent moi, je suis apolitique, enfin, moi, j'ai pas d'opinion, machin. En fait, c'est pas vrai. Tu n'as pas d'opinion. C'est que tu n'as pas envie que ce soit des opinions politiques parce que tu n'aimes pas la politique et c'est normal. Et tu as de très bonnes raisons de pas aimer la politique. Mais pour autant, avec un peu de travail et de vocabulaire, tu te rendras compte qu'en réalité, Hmm. tu as des opinions politiques. Et ben là, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc voilà, non, non, oui, l'intérêt, il l'avait déjà. Je les ai juste aidés à transformer cet intérêt, en tout cas à réaliser parfois que cet intérêt, il était politique et que voilà. Alors, une autre question, c'est est-ce qu'il y a, enfin, je pense qu'il y en a eu, mais les difficultés de production, les obstacles que vous avez pu rencontrer, notamment techniques. Et là, on peut peut-être repenser à la question de la complémentarité. Aujourd'hui, avec SenaStream, c'est pas simplement le streaming, je vais faire très cliché, mais avec la caméra dans la chambre, etc. SenaStream, aujourd'hui, c'est quand même un plateau. Mm. Du coup, comment on met ça en place en restant dans l'identité culturelle Ouais, d'Internet? ça coûte très cher, l'audiovisuel. Ça, il faut accepter ça. Il faut accepter cette réalité. C'est hors de prix de produire une émission en plateau avec des invités, etc. Ça demande de l'argent, ça demande de la compétence.
techniques, technologiques, etc. Ça demande de l'énergie, énormément d'énergie. Préparer une émission avec 3 invités, mais ça demande du temps de cerveau disponible, de l'énergie, de la préparation, etc. Donc en fait, c'est cher. Pas seulement en argent, mais c'est cher de fabriquer de l'audiovisuel, que ce soit en stream ou pas. Du coup, la complémentarité, elle sert aussi à ça, parce que ça me permet du coup de travailler avec Public Sénat, pour qui donc je suis producteur d'une émission, qui du coup achète une émission que l'on peut produire avec des équipes techniques, avec un plateau qui sont rémunérés, etc. Donc forcément, tu as un gap qui est très difficile à passer, et la politique est plus chère que le jeu vidéo. Pour le dire autrement et pour aller dans la suite de ce que j'allais dire, en fait, jouer aux jeux vidéo est moins cher que produire une émission politique. Parce que produire une émission politique, ça demande très rapidement en fait, de passer le cap. Grosso modo, tu as streamer seul dans sa chambre, comme je le fais aujourd'hui, ça coûte essentiellement de l'achat de matériel informatique. Donc c'est de l'achat de matos brut. Et ensuite, ça va coûter de la compétence et de la connaissance de logiciels. Et ça, il n'y a pas de secret, ça s'acquiert, c'est du temps, c'est du travail, c'est de l'apprentissage, etc. Donc ça, tous les streamers sont passés par là. Mais ensuite, quand tu vas passer sur une émission produite, donc sur une émission comme je peux les faire avec le Parlement européen ou avec Sénastream, etc., là, tu as un effet de cliquet où tout de suite, tu passes dans une autre catégorie et tout de suite, tu rajoutes 1 ou 2 zéros à l'addition pour produire ce que tu veux produire. Et donc, en fait, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et ensuite, tu as la production de télé, où alors là, tu rajoutes encore un zéro supplémentaire parce que c'est encore plus cher de produire pour la télévision, pour tout un tas de raisons. Mais donc voilà, donc effectivement, tu as un effet cliquet qui est non négligeable et qui fait que c'est hors de prix. Alors, une autre question qui ressort, c'est est-ce qu'il y a pu y avoir des difficultés pour les invités avec le fonctionnement de Twitch? On peut notamment penser aux sénatrices et aux sénateurs. Même si ce sont des personnes qui sont quand même habituées à interagir, l'interaction, elle est quand même assez différente. Ouais. Et la façon aussi de s'exprimer est différente. On ne s'adresse pas à des jeunes sur Internet comme on peut s'adresser à ses électeurs sur le terrain. Alors, comment on essaye de réduire un petit peu ce gap qui peut se créer Alors, on n'essaie pas de le réduire déjà, il faut l'accepter pour ce qu'il est, hein, c'est pas grave. Moi, j'ai toujours dit aux sénateurs et aux sénatrices, faites ce que vous voulez, hein, voilà, mais n'essayez pas de vous la jouer, jeune ou fun. Non, soyez ce que vous êtes, soyez naturel, surtout. Hein. La chose que Internet valorise le plus, c'est la sincérité. Donc, soyez sincères. N'essayez pas de vous transformer en jeune, de faire semblant pour plaire ou je sais pas quoi. Ensuite, sur les réticences, en vrai, j'ai rarement eu de politique invité. Ça fait 5 ans que je fais ce métier maintenant. J'ai rarement eu de politique qui a refusé de venir en plateau parce que c'était sur Twitch, etc. Les politiques ont toujours été plutôt interloqués, curieux. Ils disent ah ouais tiens c'est marrant sur Twitch. Enfin voilà, leur réaction était plutôt sympa. J'ai quand même eu évidemment bien sûr des invités qui avaient peur et c'est normal parce que tu fous pas un vieux de 60 ans devant un chat comme ça avec des pseudos. Non mais vraiment c'est normal, c'est inquiétant. En plus on va pas se mentir, les hommes et les femmes politiques sont quand même des gens qui ont un rapport contrarié à Internet parce que la plupart du temps ça dépend de leur génération, etc. Mais il y a beaucoup d'hommes ou de femmes politiques, de députés françaises ou français que je connais qui m'ont dit moi tu sais pour moi les réseaux sociaux c'est des injures quotidiennement. Et c'est vrai que ces gens-là, si tu leur parles de Twitter, pour eux, Twitter est une source d'injures. C'est pas pour eux, c'est pas une source de désert, etc. Ils reçoivent des injures toute la journée. Donc quand tu leur dis, viens, je vais te mettre devant un chat et on va parler, spontanément, leur première idée, elle est pas, yes, c'est génial. Donc j'ai un travail à faire pour les rassurer et tout leur dire que ça va bien se passer, qu'il n'y a pas d'injures, que non, que tout va bien se passer, c'est pas Twitter. Mais donc voilà. Donc non, moi j'ai souvent eu effectivement des invités que j'avais besoin de rassurer en amont, mais qui, une fois l'émission terminée, étaient en fait très contents. Et ils m'ont tous dit, ah ouais, non, mais en fait, c'est vachement sympa. L'interaction, elle est super intéressante. Le chat, les réactions du chat, elles sont brutes. Et en fait, les politiques, ils aiment bien ça. Et c'est aussi un truc que je savais déjà, mais que je suis content de pouvoir affirmer, c'est que les politiques adorent la castagne. Ils font pas de la politique pour rien. Ils veulent qu'on aborde les sujets qui fâchent. Ils veulent qu'on se rentre dedans. Et ouais, parfois le chat, il est un peu dur hein, quand il répond. Enfin, quand un sénateur sur le plateau dit quelque chose avec lequel les gens sont pas d'accord, et ben ils le disent franchement. Et bah ouais, mais ça, les politiques, ils aiment bien. Ils aiment bien quand on leur rentre dedans. Ils aiment bien quand on parle de politique. Ils aiment bien quand on adresse le sujet qui fâche. Et donc voilà. Donc non, le bilan est en fait très très positif et ça se passe très bien. Alors du coup, je vais revenir un petit peu pour peut-être, on va arriver vers la fin, mais pour clôturer cet échange. Mais vous avez longuement suivi la Convention citoyenne pour le climat. Ouais.
qui était du coup un exercice démocratique très, très innovateur et qui peut-être, malgré le retard qui est pris, sera reproduit à l'échelle européenne avec la conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors, est-ce que Ah ouais, ça va être fait ce truc-là finalement? on ne sait pas, on attend. Tant mieux. Mais alors, est-ce que du coup, vous avez envie de reproduire ça, en même temps avec le partenariat que vous pouvez avoir avec le Parlement européen, est-ce que si, avec un peu de chance, la conférence sur l'avenir de l'Europe a lieu, c'est quelque chose que vous avez envie de partager et pour intéresser Euh, la jeunesse? Oui, mais je pourrais pas y mettre autant d'énergie que ce que je voudrais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, je suis obligé de tenir compte d'un certain nombre de réalités, comme par exemple le temps que j'ai, l'énergie que j'ai, la quantité de projets qui existent, les moyens. Donc moi, je suis partant sur le principe, mais ça va coûter un fric de dingue. Ça va demander énormément d'énergie. Et donc, il faudra voir en quoi ça consiste, comment est-ce qu'on peut imaginer un truc. La Convention citoyenne pour le climat en France, je l'ai faite. Mais enfin, je veux dire, on l'a faite avec l'équipe avec qui je travaillais à ce moment-là. Ça nous a demandé beaucoup trop d'énergie et de travail. Ça nous a coûté beaucoup trop cher. Ça a beaucoup participé au fait qu'on a coulé, on a mis la clé sous la porte de l'entreprise parce qu'on n'avait pas les moyens. Enfin, c'était à bien des égards, voilà, on l'a fait par militantisme parce qu'on voulait le faire, parce qu'on avait envie de parler de la Convention citoyenne pour le climat, mais je referai pas un truc dans ces conditions-là. Donc, moi, je suis méga partant, évidemment. Je suis très, très partant. J'ai très envie. Mais je peux plus me permettre de me lancer dans des projets. Là, tu vois, par exemple, les élections, je passe du coq à l'âne, mais les élections américaines là, qui vont avoir lieu, je vais pas pouvoir faire une émission en plateau. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas. Il semble que ça coupe. De retour. Le micro est coupé. Yes, là, normalement, il est allumé. C'est bon. Yes. C'est bon. Pardon, excuse-moi. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai touché à rien. Non, j'étais en train de te dire que voilà, la présidentielle américaine, je vais faire un stream, mais je vais pas pouvoir faire une émission en plateau avec des invités parce que j'ai pas les moyens. J'ai pas de partenaire, j'ai pas de financeur, personne ne finance des trucs pareils. Donc voilà. Donc quand on verra sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, moi mais mais du coup j'ai hâte d'en savoir plus, surtout ça va prendre quelle forme, ça va être quand, de quelle date Nous à quelle aussi. date. Ouais, non, mais voilà, donc comme tout le monde. Mais alors, du coup, sur cette question des projets, je pense que ce sera la dernière question, elle vient du public. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais le week-end dernier, vous avez participé aux The Event, donc le week-end participatif, pour le week-end caritatif pour cette année ouais. à Amnesty International. Et bon, je ne vais pas expliquer exactement le fonctionnement ici, mais vous avez débloqué un donation goal à 35 000 euros. Et du coup, il va y avoir la production d'une nouvelle émission. Ouais. Là, justement, pour préparer les élections présidentielles françaises en 2022. Alors, du coup, est-ce que ça va être un gros projet pour 2021? Et ce sera sûrement pas le seul, mais du coup, à quoi on peut... Il y a ça, mais à quoi on peut s'attendre sur la chaîne de Jean Massier en 2021? Alors effectivement, on peut s'attendre. Alors effectivement, donc je me suis engagé auprès de mon public à lancer une nouvelle émission hebdomadaire en plateau, un talk show hebdomadaire en plateau d'actualité politique dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022. C'est une émission sur laquelle je vais travailler, que je vais préparer. Mais précisément, pour la raison que je viens de t'évoquer, il va surtout falloir que j'aille chercher des financeurs pour ça. Il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce que ça coûte horriblement cher de produire une émission en plateau. Donc, je vais y travailler. J'espère pouvoir donner naissance à ce truc-là et que dès 2021, on puisse avoir cette émission. Mais donc, on peut s'attendre, moi, mon rêve, c'est effectivement que sur Twitch, on ait une émission politique hebdomadaire avec des invités, avec des chroniqueurs, avec des jeux, des quiz, enfin voilà, le tout dans une ambiance hyper détente, cool, Twitch, interactive, etc. Voilà. Je suis désolé, je peux pas teaser plus que ça. Je suis en train de travailler dessus, ça va prendre du temps. Mais du coup, je pense qu'on va clôturer cet échange là-dessus. Donc, merci d'être venu nous parler de Twitch et de votre travail. Donc, du coup, je rappelle, vous pouvez aller sur Twitch sur la chaîne Jean Massier, pour l'instant Jean Massier Acropolis, mais du coup, qui sera bientôt simplement appelé Jean Massier. Jean Massier, ouais.
et sur les réseaux sociaux, je suppose aussi. Du coup, si vous voulez parler de politique, enfin entendre parler de politique autrement qu'à travers les médias dits traditionnels. Donc, ça en est fini pour cette deuxième conférence de la journée. Et vous pourrez nous retrouver à partir de 14h pour la troisième conférence intitulée De Bruxelles à Paris, à la radio comme sur le web, comment aborder l'actualité européenne, qui recevra Stéphane Leneuf de France Inter et Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte. Je vous remercie de nous avoir suivis pendant ces 40-45 minutes et puis on vous retrouve cet après-midi. Encore merci Jean-Massy. Merci, au Au revoir. revoir. Ciao, ciao.